Tu ne vas nulle part. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, a déchiré mon passeport en deux, et l'a jeté directement dans la cuvette des toilettes. Pendant que le tourbillon de la chasse d'eau emportait mes 6 000 € et ma liberté dans les canalisations, elle a ricané et a dit « Maintenant, tu es obligé de rester pour garder mon fils. » J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils crient, qu'ils l'arrêtent, qu'ils fassent quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils se tenaient sur le seuil de la porte et riaient. À cette seconde, j'ai réalisé que ce n'était plus une maison de famille. C'était une prison, et je devais m'en évader. Je suis resté là, à regarder mon avenir disparaître dans le siphon pendant que les personnes qui étaient censées m'aimer s'esclaffaient. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé dans le bureau de mon père et qui a tout changé, laissez un commentaire. Quelle est la seule chose qu'un membre de votre famille vous a faite et que vous ne pardonnerez jamais? J'ai claqué la porte de ma chambre et j'ai poussé une chaise sous la poignée. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à fermer la fermeture éclair de ma valise. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée par terre. J'ai attrapé la pile de factures sur mon bureau, la preuve de chaque nuit blanche passée à travailler sur des missions en freelance en tant que graphiste pendant 2 ans, et je les ai jetées dans mon sac. Je m'appelle Chloé. J'ai 24 ans et depuis le début de ma vie d'adulte, j'ai été le portefeuille de la famille. J'ai regardé le tableau Excel scotché à mon mur. 6 500 €. C'était le chiffre. C'était la cagnotte pour l'Italie. Ce n'était pas de l'argent reçu en cadeau. C'était des milliers de logos conçus à 3 heures du matin. Des milliers de déjeuners sautés. Des milliers de fois où j'ai dit non à mes amis pour pouvoir dire oui à ce rêve unique. Et en moins de 10 secondes, Sophie avait tiré la chasse sur tout ça. Mais alors que je balançais mes vêtements dans la valise, le vrai chiffre m'est apparu. 15 000 €. C'était le total des prêts que j'avais accordés à Sophie au fil des ans. De l'argent pour un loyer en urgence, des réparations de voitures qui n'ont jamais eu lieu. Des prêts qui se transformaient en cadeaux dès que le virement était fait. Et puis il y a eu la semaine dernière. Le souvenir m'a frappé. Vif et glacial. Sophie m'avait coincé dans la cuisine, ses yeux brillants de cette douceur prédatrice. Elle ne m'a pas demandé de garder Léo. Elle m'a demandé 6 000 €. Elle voulait une opération de chirurgie esthétique post-grossesse qu'elle prétendait mériter pour avoir donné naissance à un petit-fils. Quand je lui ai dit que cet argent était pour mon voyage, pour ma vie, son visage ne s'est pas décomposé. Il s'est durci. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris le calcul d'une narcissique. Pour Sophie, mes économies n'étaient pas ma propriété. C'était une ressource qu'elle n'avait pas encore exploitée. Et mon refus n'était pas juste un non. C'était un vol. Dans son registre tordu, ma réussite était une insulte directe à ses difficultés. Elle n'a pas détruit mon passeport parce qu'elle avait besoin d'une baby-sitter. Elle l'a détruit pour équilibrer l'équation. Si elle ne pouvait pas avoir l'argent, je ne pouvais pas avoir la joie. Elle avait besoin de me ramener à zéro. Pour s'assurer que la petite sœur reste la petite. J'ai refermé ma valise d'un coup sec. Il pensait que c'était une histoire de vacances. Il pensait que je faisais un caprice pour un vol manqué. Il n'avait pas réalisé que le registre était plein. J'en avais fini de payer la taxe Sophie. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Je ne partais pas seulement pour la nuit. Je clôturais le compte pour de bon. Je n'ai pas couru. Courir vous fait passer pour une proie. J'ai descendu les escaliers, mon sac en bandoulière, mes bottes frappant le parquet avec un bruit sourd, régulier et rythmé. Je sentais leur regard dans mon dos. Sophie, Julien, ma mère. Mais je ne me suis pas retournée. Je n'avais qu'un seul objectif, la porte d'entrée. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton, mes doigts à quelques centimètres du métal froid, quand une main s'est abattue contre le bois juste à côté de ma tête. C'était mon père. Richard ne ressemblait pas à l'homme qui m'avait appris à conduire ou qui m'accompagnait à l'arrêt de bus. Il ressemblait à un videur de boîte de nuit où je n'avais pas le droit d'entrer. Il n'a pas dit un mot. Il a juste levé la main et a tourné le verrou. Le clic a résonné dans l'entrée comme un coup de marteau de juge. Il s'est tourné pour me faire face, croisant les bras sur sa poitrine, sa carrure remplissant l'encadrement de la porte. Il ne maintenait pas la paix.
Il bloquait la sortie. Laisse-moi passer, ai-je dit. Ma voix était basse, dénuée du tremblement que je sentais dans mes genoux. Tu ne vas pas abandonner cette famille, a-t-il grondé. Tu vas faire demi-tour, retourner dans cette cuisine, et t'excuser auprès de ta sœur. Je l'ai dévisagée. Elle a détruit mon passeport. Elle a volé mes économies. Et tu veux que je m'excuse? Elle est stressée, Chloé. Ma mère, Nathalie, s'est avancée à côté de lui. Sa voix n'était plus apaisante. Elle était tranchante. Impatiente. Ne sois pas dramatique. Fais simplement le virement sur le compte de Sophie. Si tu lui donnes les 6 000 €, on pourra oublier que tu as essayé de t'enfuir. On pourra redevenir une famille. L'air m'a manqué. La voilà. La vérité nue et laide. Il ne voulait pas une réconciliation. Il voulait une transaction. Ce n'était pas une discussion. C'était une prise d'otage. Il me retenait dans la maison de mon enfance jusqu'à ce que je paie la taxe Sophie. J'ai regardé le visage de ma mère. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était une victime des crises de Sophie, tout comme moi. Je pensais qu'elle marchait sur des œufs pour maintenir la paix. Mais alors qu'elle se tenait là, bloquant ma fuite, exigeant les économies de ma vie pour financer l'opération de vanité de son enfant préféré, l'illusion s'est brisée. Ils n'étaient pas des pacificateurs. Ils étaient des boucliers humains. Ils savaient que Sophie était un monstre. Ils l'avaient créée, nourrie et encouragée. Mais ils étaient trop faibles pour faire face à sa rage. Alors ils ont fait un calcul. Il était plus facile de me sacrifier, moi, la discrète, la gentille, que de tenir tête à l'attirant. Ils préféraient me voir saigner financièrement à mort plutôt que d'entendre Sophie hurler pendant 5 minutes. Ils ne protégeaient pas la famille. Ils protégeaient leur propre confort au détriment de ma survie. Vous ne demandez pas de l'aide, ai-je dit, ma voix tranchant dans la tension. Vous me faites du chantage. On t'éduque, a crié mon père, le visage rougeau. Maintenant, donne-nous ce téléphone et fais le virement, ou tu ne quittes pas cette maison. J'ai regardé le verrou. J'ai regardé les poings serrés de mon père. J'ai compris que je ne pouvais pas le forcer à bouger. Il était plus fort que moi, et il était désespéré. Mais il avait oublié une chose. J'ai grandi dans cette maison aussi. Je savais où les cadavres étaient enterrés dans le placard, et je savais exactement où il gardait ses secrets. D'accord, ai-je menti, en reculant et en laissant tomber mon sac. Vous avez gagné. Je dois d'abord aller aux toilettes. Ensuite, je la paierai. Ils se sont détendus. Juste un peu. La satisfaction suffisante sur le visage de ma mère m'a donné envie de hurler, mais j'ai ravalé ma rage. Je me suis retournée et me suis éloignée de la porte, mais je ne me suis pas dirigée vers les toilettes. J'ai sprinté vers l'arrière de la maison, droit vers la seule pièce que mon père croyait être son sanctuaire. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai filé dans le couloir. Mon père s'est jeté en avant, ses doigts effleurant la sangle de mon sac, mais il était trop lent. J'ai atteint la lourde porte en chêne de son bureau à domicile, je me suis jetée à l'intérieur et je l'ai claqué. J'ai tourné le verrou et enclenché le loquet de sol secondaire juste au moment où son épaule heurtait le bois de l'autre côté. La porte a tremblé, mais elle a tenu. Cette pièce était son sanctuaire, construit pour tenir le monde à l'écart. Maintenant, elle le tenait, lui, à l'écart. Ouvre cette porte, Chloé, hurlait Richard, martelant le bois avec une violence rythmique et terrifiante. Tu ne fais qu'empirer les choses. Tu détruis cette famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à lui crier dessus. J'ai laissé tomber mon sac et je me suis glissé dans le fauteuil en cuir derrière son immense bureau en acajou. Mes mains étaient stables maintenant. La peur s'était évaporée, remplacée par une clarté froide et vibrante. Je n'étais plus la fille. J'étais l'auditrice. J'ai allumé l'écran de l'ordinateur. Il s'est illuminé, demandant un mot de passe. Je l'ai tapé sans hésiter. L'anniversaire de ma mère, suivi du numéro de maillot de son joueur de foot préféré. Il ne l'avait jamais changé depuis que je lui avais configuré le système 5 ans auparavant. Accès autorisé.
Pendant qu'il criait et donnait des coups de pied dans la porte, faisant vibrer le plancher sous mes pieds, j'ai navigué directement vers le serveur cloud familial. Je ne cherchais pas seulement une issue. Je cherchais les munitions que je savais être enterrées ici. Mon père était un accumulateur de documents numériques. Il gardait des traces de tout, convaincu d'être le maître de son domaine. D'abord, le système de sécurité. J'ai affiché la chronologie des 20 dernières minutes. C'était là. La vidéo haute définition du couloir. Sophie déchirant le passeport. Le ricanement. La chasse d'eau. Puis la vidéo du salon, mon père bloquant la porte, ma mère exigeant le virement. Tout était là. Extorsion, séquestration, destruction de biens. J'ai téléchargé les clips sur mon téléphone et j'ai envoyé une copie de sauvegarde sur un serveur sécurisé. Mais je n'avais pas fini. Je savais qu'il y avait autre chose. Depuis des mois, j'avais remarqué des lettres étranges arrivant de banques que je ne connaissais pas. Des lettres que ma mère attrapait dans la boîte aux lettres et cachait dans son sac. J'ai ouvert le dossier intitulé « Finances » et j'ai cliqué sur les sous-dossiers jusqu'à ce que j'en trouve un simplement nommé « S ». J'ai ouvert le premier PDF. C'était un relevé de carte de crédit. Le solde était de 15 000 €. Le nom du titulaire de la carte était Julien, le mari de Sophie, mais l'adresse de facturation n'était pas leur appartement. C'était une boîte postale au nom de mon père. J'ai ouvert le suivant. Une autre carte. 12 000 €. Un autre, 18 000 €. La dette totale s'élevait à près de 45 000 €. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Ce n'était pas juste Sophie qui gérait mal son argent. C'était une usurpation d'identité. Elle avait ouvert des cartes de crédit secrètes au nom de son mari pour financer son style de vie. Et mes parents ne se contentaient pas de l'ignorer. Ils facilitaient la fraude. Ils recevaient les relevés, cachaient le courrier et l'aidaient à effectuer les paiements minimums depuis leur compte épargne retraite pour que Julien ne découvre rien. La révélation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ils ne la protégeaient pas seulement des conséquences. Ils étaient des complices actifs dans une fraude financière. Ils étaient prêts à laisser la cote de crédit de Julien s'effondrer, prêts à le laisser se noyer dans des dettes qu'ils n'avaient pas créées, juste pour garder leur enfant chérie heureuse. C'était l'expression ultime de la culpabilité du complice, ils étaient devenus des criminels pour éviter l'inconfort de la tenir pour responsable. Dehors, les coups ont cessé. Chloé, la voix de ma mère a traversé le bois, tremblante et larmoyante. S'il te plaît, on veut juste t'aider. Ne fais rien que tu ne puisses pas annuler. Je ne fais rien, ai-je murmuré à la pièce vide. Je fais juste suivre le courrier. J'ai compilé les relevés de cartes de crédit dans un seul dossier PDF. J'ai joint la vidéo de la destruction du passeport. J'ai ouvert un nouvel email, tapé l'adresse professionnelle de Julien dans le champ du destinataire, et ajouté l'objet, la dette que tu ignores. J'ai survolé le bouton d'envoi. C'était l'option nucléaire. Cela mettrait fin au mariage de Sophie. Cela exposerait mes parents. Cela réduirait l'arbre généalogique en cendres. J'ai pensé à mes 6 000 € tourbillonnant dans les toilettes. J'ai pensé au verrou sur la porte d'entrée. J'ai cliqué sur envoyer. 17, police, secours, j'écoute. Je m'appelle Chloé. Je suis séquestrée contre ma volonté au 28 rue des Acacias. Mon père a barricadé les portes et refuse de me laisser partir. Je suis en danger immédiat. Je n'ai pas attendu les questions de l'opérateur. J'ai vu les gyrophares bleus et rouges balayer les murs du bureau, peignant la pièce d'un stroboscope d'urgence. Ils ont été rapides. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Je pensais que le cauchemar se terminait. Je pensais que la cavalerie était arrivée pour lever le siège. J'ai déverrouillé la porte. Au moment où le loquet a cliqué, la porte ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été projetée en grand. Mais ce n'était pas la police qui se tenait là. C'était Sophie. Et elle ne ressemblait pas à la tyran qui martelait le bois quelques secondes plus tôt. Elle ressemblait à la victime d'un massacre. Du sang coulait sur sa joue gauche. Des griffures profondes et irrégulières marquaient son visage, des lignes fraîches et irritées que je savais,
avec une certitude écœurante, avoir été creusé par ses propres ongles dans le couloir pendant que j'étais au téléphone. Son chemisier était déchiré à l'épaule, exposant la bretelle de son soutien-gorge. Ses cheveux étaient un nid chaotique. « Au secours !» a-t-elle hurlé, le son rauque et terrifiant. Elle s'est jetée en arrière dans le couloir juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait à la volée et 2 policiers en uniforme entraient en trombe. « Aidez-moi !» Elle est devenue folle. Elle a essayé de me tuer. Elle s'est effondrée aux pieds du policier principal, sanglotant hystériquement, son corps secoué par ce qui ressemblait à un traumatisme, mais qui était en fait de l'adrénaline. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, figé dans l'embrasure de la porte du bureau. Ma sœur, elle m'a attaqué. Elle a volé ma bague en diamant, et quand j'ai essayé de la récupérer, elle... Regardez ce qu'elle a fait. Je suis restée là, les mains vides, mon sac par terre. Je ne l'avais pas touchée. Je n'avais pas été à moins de 3 mètres d'elle depuis que j'avais couru vers le bureau. Le policier m'a regardé. Il n'a pas vu une otage qui s'était enfermée pour sa sécurité. Il a vu une femme froide et immobile, debout devant une mère en pleurs et en sang. « Madame, montrez-moi vos mains », a ordonné le policier, sa main posée sur son arme de service. « Je ne l'ai pas touchée », ai-je dit, ma voix calme mais tendue par le choc. Elle s'est fait ça toute seule. Elle ment. Elle ne ment pas. Le hurlement de ma mère a percé l'air. Nathalie s'est précipitée de la cuisine, tombant à genoux pour enrouler ses bras autour de Sophie, berçant le monstre qu'elle avait créé. Elle a levé les yeux vers le policier avec des larmes dans les yeux, des larmes pour la mauvaise fille. Chloé a juste pété les plombs, monsieur l'agent. Elle est instable depuis des semaines. Elle nous réclamait de l'argent, et quand on a dit non, elle a perdu le contrôle. On a essayé de la garder dans le bureau pour la calmer jusqu'à votre arrivée. J'ai regardé mon père. Richard se tenait près de la porte, son visage un masque de regret affligé. Il a hoché lentement la tête. C'est vrai. Nous essayions de la protéger d'elle-même. On ne voulait pas vous appeler. Mais elle est devenue violente. C'était une leçon magistrale de trahison. Il ne se contentait pas de mentir. Il réécrivait la réalité en temps réel. Ils étaient prêts à m'envoyer en prison, à me donner un casier judiciaire, à détruire tout mon avenir juste pour protéger Sophie des conséquences de ses propres crises. Ils avaient choisi leur camp. Et ce n'était pas le camp de la vérité. C'était le camp de la moindre résistance. Le policier m'a fait faire demi-tour. Le métal froid a mordu mes poignets. Vous êtes en état d'arrestation pour violence domestique. J'ai senti les menottes se refermer. Le son était final, suffocant. Leur poids physique tirait mes bras vers le bas, courbant mes épaules. J'étais en train de me faire arrêter dans la maison où j'avais grandi. Piégé par les gens qui m'avaient élevé. Vous avez le droit de garder le silence, a récité le policier en me poussant vers la porte. Alors qu'il me faisait passer devant le groupe de ma famille, Sophie a levé les yeux de ses sanglots théâtraux. Elle a enfoui son visage dans l'épaule de ma mère, feignant de cacher sa douleur, mais elle s'est tournée juste assez pour que je sois la seule à la voir. Les larmes se sont arrêtées instantanément. La peur a disparu, et le voilà de nouveau, ce ricanement lent et toxique. J'ai gagné, disaient ses yeux. Tu as essayé de te battre contre l'enfant chéri, et maintenant tu vas tout perdre. L'injustice m'a brûlé la gorge comme de la bile. Ils avaient volé mon argent, détruit mes biens, m'avaient séquestré, et maintenant ils me piégeaient pour un délit grave. Cela semblait être la fin. Il semblait que le méchant avait gagné. Mais Sophie avait oublié une chose. Elle avait oublié que je n'étais pas seulement la sœur qu'elle tyrannisait. J'étais celle qui avait installé le Wi-Fi. J'étais celle qui avait installé les applications. Et je savais exactement ce que le petit œil clignotant dans le coin du plafond avait vu. J'ai gardé ma voix stable pendant que Sophie hurlait et que ma mère suppliait. « Monsieur l'agent, mon téléphone est dans ma poche arrière. » L'application de sécurité connectée aux caméras a tout enregistré. Il a hésité, puis a sorti mon téléphone, l'a déverrouillé et a appuyé sur lecture. En silence, nous avons tous écouté. Mon père me menaçant, bloquant la porte. Sophie se griffant le visage avant de prétendre que je l'avais attaquée.
Le policier m'a retiré les menottes et s'est tourné vers elle. Sophie a poussé un cri strident. La vidéo était un montage, mais il l'a arrêtée pour dénonciation calomnieuse et destruction d'un document officiel. C'est à ce moment-là que Julien est entré en trombe, non pas pour la sauver, mais pour confronter mon père avec la preuve qu'elle avait usurpé son identité et ouvert des cartes de crédit à son nom. Il a dit à Richard qu'il portait plainte, qu'il prenait Léo et qu'il demandait le divorce. Mes parents m'ont dévisagé, furieux et impuissant. Mon père a hurlé que j'étais à la rue. Mais j'ai simplement ri. Je lui ai tendu les papiers du titre de propriété, il m'avait ajouté comme copropriétaire des années auparavant quand son propre crédit était ruiné. Je possédais désormais la moitié et j'allais forcer une vente par décision de justice à moins qu'il ne me verse 50 000 € sous 30 jours. Il ne les avait pas. 6 mois plus tard, j'étais en train de manger une glace à Rome quand le virement est apparu sur mon téléphone. 62 450 €. Sophie avait plaidé coupable et obtenu un sursis. Julien avait obtenu la garde et mes parents avaient perdu leur maison et vivaient maintenant entassés dans un appartement avec elle. J'ai pris un selfie, je l'ai envoyé sur la conversation de groupe familial avec la légende « L'attente en valait la peine » et je les ai tous bloqués. Pour la première fois, je me sentais libre. La famille, ce n'est pas un sacrifice sans retour. La paix vient en sachant partir.